Donc moi, c'est Stéphane Sauquel, je suis le directeur scientifique de Prima et je suis accompagné d'Adrien qui est un data scientist de chez nous. Et on va vous parler un petit peu de ce qu'on fait en Anapat au niveau du cancer du sein. Alors du coup, je suis ravi d'être là et surtout ravi d'intervenir à ce moment-là du débat parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et je suis d'autant plus ravi parce que je crois vraiment beaucoup à une chose, c'est ce genre de type de journée où on réunit un peu tout le monde. Là, on vient de parler réglementaire, je trouve que c'est quelque chose qui est très important. On a des mathématiciens qui sont avec nous, il y a beaucoup de médecins aussi. Et je pense vraiment en cette synergie qu'on doit trouver pour qu'on puisse faire avancer les choses et qu'on puisse mettre en fait tout ce qu'on fait aujourd'hui en R&D au service du patient, au service des médecins. Et c'est comme ça qu'on fera progresser un petit peu la santé. Je vais vous parler très rapidement de l'Anapat parce que je pense qu'on en a parlé beaucoup déjà, mais du coup, nous, on se place au niveau du diagnostic, c'est-à-dire qu'après la partie dépistage, suspicion, on va confier ça au médecin anatomopathologiste pour son examen et il va retourner ça à la RCP et puis après, ils mettent ça au niveau ils mettent en place la thérapie et le suivi. On a vu ça, Nikos nous a fait un beau topo là-dessus, je ne vais pas y revenir. Je fais partie aussi des nouveaux fan clubs de l'histologie. Moi, je viens un petit peu de la neuro, mais vraiment, c'est une discipline qui est super intéressante. Et je voudrais aussi un peu leur rendre hommage parce que je trouve qu'ils sont un petit peu sous-représentés dans le monde médical, et notamment au niveau de l'innovation. On les critique beaucoup parce que parfois, on les trouve pas très adeptes des nouvelles technologies. Et pourtant, moi, je trouve qu'ils ont été précurseurs depuis le début. C'est les premiers à avoir ouvert les corps pour voir ce qui se passait dedans. C'est les premiers à avoir utilisé le microscope pour atteindre la résolution cellulaire. C'est les premiers aussi, ça, vous avez compris, c'est quelque chose auquel j'attache. C'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. C'est eux qui ont aussi qui sont allés voir d'autres théories. Donc, typiquement, ils sont allés voir la biologie pour avoir des nouvelles théories, qui sont allés voir la génomique, qui ont accéléré le mouvement. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment au niveau de l'anatomopathologie et c'est vraiment super intéressant. Il y a des révolutions qui arrivent et qui sont déjà passées. Une des révolutions qui a vraiment marqué peut-être ce début de siècle, c'est l'arrivée du numérique et de la data en anatomopathologie. Donc c'est passé en fait de ces images, ces tissus qui sont ouverts à des images haute résolution. Ça ouvre beaucoup de portes. C'était peut-être un des goulets d'étranglement qu'il y avait jusqu'à présent. Et ça ouvre beaucoup de portes sur la télépathologie, sur l'assurance qualité au niveau du laboratoire, l'amélioration du workflow. Enfin, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Une des dernières choses qui va s'ouvrir, c'est tout ce qui est algorithmique, tout ce qui est traitement d'image. Et évidemment, tout ce qui est deep learning, ça est un petit peu l'objet de ce talk aussi. Cette révolution donc, de l'IA en diagnostic, en anatomopathologie, ça arrive avec deux choses. En fait, il y a beaucoup de promesses. Il y a aussi beaucoup de difficultés. Dans les promesses, évidemment, c'est aider les médecins à faire ce qu'ils ont du mal à... Enfin, pas du mal à faire, mais ce qui est un peu rébarbatif pour eux. Donc, les tâches fastidieuses, le comptage, ce genre de choses. C'est du gain de temps, évidemment, pour eux. C'est aussi des améliorations dans le workflow, dans le laboratoire, donc prioriser les cas, faire des rapports semi-automatisés. C'est aussi objectiver parfois les diagnostics ou faire une deuxième lecture sur le diagnostic. Ça, ils aiment un peu moins, mais bon, ça, il faut le mentionner. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu le pathologiste augmenté. Donc, on va lui donner des nouveaux outils pour qu'il puisse faire son travail dans de meilleures conditions. De l'autre point de vue, il y a aussi la résolution difficile. Ça tient beaucoup dans la donnée. La donnée en Anapat, c'est une donnée très particulière. C'est des lames qui sont gigantesques. Il y a beaucoup de pixels dedans. Ça requiert des modèles spécifiques au niveau du deep learning. C'est des données qui sont très hétérogènes, puisque on en parlera, mais sur la problématique du multicentrique, c'est quelque chose. C'est des données qui sont assez rares aussi, puisque c'est une discipline qui est un petit peu, on va dire, qui vient de se passer au numérique, comme je l'ai dit. Donc, les bases de données sont un peu plus difficiles à constituer. Et c'est pas si simple, Nikos, de faire labelliser des anapates. Des fois, ils sont pas d'accord entre eux, et surtout, c'est difficile d'avoir de la donnée de qualité en fait sur ça. Il y a aussi des gros problèmes, c'est l'interopérabilité. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de software qui sont sur la paillasse de l'Anapat.
Il y a des infrastructures qui sont à faire. Voilà, ça, c'est des problèmes plus techniques, on va dire. Peut-être que l'IA va aussi inventer un petit peu le workflow du pathologiste. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et donc, en fait, c'est toute cette problématique de l'adoption du pathologiste qui est à traiter aujourd'hui. Et puis, il y a des sujets qu'on vient un peu d'aborder, mais la partie réglementaire, la partie validation, ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que nous, on fait la partie R&D, mais on fait aussi, on va pousser jusque mettre nos outils en routine clinique. Et ça demande beaucoup de travail derrière. Et enfin, il y a la partie, j'en parlais peut-être pas trop, parce que sinon, on va parler pendant des heures, mais c'est l'éthique. Et là-dessus, qui doit prendre les décisions, jusqu'où on peut aller avec l'utilisation de l'IA, ça, c'est des grosses problématiques. Mais donc, en regard du pathologiste augmenté, moi, j'ai envie de mentionner aussi le laboratoire augmenté. Je pense que c'est ça qui manque un peu aujourd'hui. Il faut qu'on construise ce nouveau laboratoire qui va pouvoir traiter, mettre en routine tous ces beaux outils d'IA qu'on est capable de faire au niveau de la R&D. Alors je mentionne aussi, parce que je les aime beaucoup, mais les pathologistes sont conscients de ça. Il y a une étude qui est sortie l'année dernière, on l'a demandé à pas mal de pathologistes qui utilisaient déjà un peu le numérique quand même. Qu'est-ce qu'ils pensaient de l'IA, comment ça sera leur métier en 2030? Et ce qui est très vite ressorti, c'est oui, l'IA, ça va apporter beaucoup de choses, peut-être plus de précision, peut-être plus de standardisation dans la routine, peut-être des mesures plus quantitatives. Mais aussi, ils sont conscients que ça va amener des changements dans leur façon de travailler. Il va falloir faire des procédures de validation un peu plus poussées. Il va falloir avoir des nouvelles guidelines pour leur travail. Et voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que je loue dans cette discipline. Ils sont conscients des difficultés et puis ils sont prêts à travailler là-dessus pour utiliser les outils d'IA. Je vais peut-être passer la parole un petit peu à Adrien, qui va vous faire un petit peu la partie technique. Parfait, merci beaucoup Stéphane. Moi, en effet, je vais parler un peu plus technique, mais pas trop non plus. J'ai envie en fait, de vous parler de quelques challenges qu'on rencontre en histopathologie quand on veut faire de l'IA et comment nous, à Prima, on a essayé justement de les résoudre. Donc déjà, je commencerai par parler un peu de tous les problèmes de ce qui va être différence de coloration. En effet, on le sait, mais quand on va vouloir digitaliser des lames, chaque laboratoire et chaque centre va avoir une recette un peu de coloration différente, voire juste un scanner différent qui peut résulter en une même lame qui a plein de couleurs différentes. Ensuite, on va parler aussi de comment travailler avec des ressources limitées, que ce soit en termes de données, de GPU, donc de ressources computationnelles, ou juste de temps. En fait, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour attendre que nos réseaux entraînent pendant un mois pour avoir peut-être un meilleur résultat, quoi. Et dernièrement, on va aussi parler un peu de la pertinence des métriques dans le cas justement d'un produit qui est vendu, parce que bon, c'est très bien d'avoir de la spécificité et de la sensitivité, mais c'est parfois pas forcément ça qui va être le plus représentatif de l'apport qu'on va pouvoir offrir aux pathologistes dans notre produit. On va commencer du coup par parler de différence de coloration. Donc ça, c'est les différentes étapes de préparation d'une lame. Et nous, on va principalement se focus sur celle qui va vraiment être la colorisation et le staining. Comme j'ai dit, il y a plein de recettes différentes ou de scanners différents qui va pouvoir créer beaucoup de couleurs différentes. Notamment, on sait qu'à l'international, ils aiment beaucoup le HE, et nous, en France, on aime bien rajouter un peu de safran, ce qui peut faire bizarre à certains internationaux, mais ça change quand même assez pas mal la coloration. Et ça a le méchant problème, en fait, qui est qu'un réseau qui va être entraîné un peu bêtement sur une coloration spécifique va en fait être moins performant sur d'autres colorations. Ce qui fait que, mettons que j'entraîne un réseau là à gauche sur un centre d'entraînement A avec cette coloration, on est content, il est très bon, il est très bien validé, tout ça. Mais dès qu'on l'envoie sur un autre centre, il va être beaucoup moins bon. Là, je vous montre des résultats qu'on a eu vraiment sur un réseau à nous, vraiment. Et on se rend compte qu'il allait être, donc sur différents centres, on allait perdre sur le centre D, on va perdre 42% de précision et 51% de rappel. Autant dire que c'est vraiment inutilisable et qu'on n'apporte absolument rien avec une IA comme ça. Et nous, la décision qu'on a essayé de faire pour corriger ça, c'est d'utiliser un réseau de style StyleGAN pour en fait transférer les styles de coloration. En bas, vous allez toujours voir les liens vers les préprints que vous pouvez aller lire si vous voulez. D'ailleurs, c'est Nicolas qui est dans le public là-bas qui a travaillé sur ça. Et donc l'idée, c'est de se dire, on a un centre source sur lequel on a de la donnée labellisée et un centre cible sur lequel on n'a pas de données labellisées, mais on veut quand même envoyer notre produit chez eux. En fait, on va utiliser un StyleGAN pour avoir le contenu donc labellisé du centre source, mais avec le style du centre cible. Donc là, vous voyez à droite, c'est exactement les mêmes biomarqueurs ou la même forme
que le centre source en haut, mais c'est avec la même couleur que le centre cible. Ce qui est aussi très avantageux avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir d'annotation là-dedans. On peut juste avoir très peu de données nécessaires, donc juste une dizaine de lames et environ 1000 patchs pour avoir des résultats qui ont convergé en termes de coloration. Encore une fois, je répète que sur le centre cible, on n'a absolument pas de besoin de labels. Il faut juste avoir des labels sur un centre, donc le centre source. Une fois qu'on a ça, comment on fait pour entraîner avec ça? En fait, on va partir de notre centre source sur lequel on a de la donnée labellisée. On va le translater vers plein de centres différents grâce à notre CycleGAN. Donc mettons sur 2 centres différents. Et on entraîne un classifieur directement qui est capable d'apprendre sur les 3 centres à la fois. Et hop, on va être d'un coup capable, en inférence, d'être bon sur les 3 centres à la fois. Et en petit bonus aussi, on sera également capable de, maintenant qu'on va avoir un 4e nouveau centre qui n'aura été vu à aucun moment, on n'a même pas entraîné de GAN dessus, d'être en fait meilleur parce qu'on n'a pas mis au classifieur d'aller se focus sur les biomarqueurs ou sur les parties de l'image qui sont intéressantes pour l'apprentissage et pas juste sur la couleur. Encore une fois, quelques chiffres un peu plus parlants. Donc le centre 1, c'est le centre cible source qui avait des labels. Donc passer de la méthode classique à l'augmentation, on perd 1% de rappel, mais on gagne de précision, mais on gagne du rappel. Donc comme ça, sur la courbe AUC, on a juste à changer le threshold et on se retrouve. Par contre, on augmente énormément nos résultats sur les centres 2 et 3 sur lesquels on a utilisé des CycleGAN. Et également sur le centre 4, qui lui n'a jamais été vu pendant l'entraînement, qui n'a même pas eu de CycleGAN entraîné sur lui, on a réussi à faire un classifier qui est beaucoup plus généraliste que si on entraîne que sur le centre 1 sans CycleGAN. Voilà pour comment travailler avec des colorations différentes. Et maintenant, je vais vous parler un peu de comment travailler quand on a des ressources limitées. En effet, les chercheurs et les laboratoires, et même les startups ou de manière générale, ont souvent des ressources limitées. Par ressources, j'entends plein de choses. J'entends les données, notamment parce que c'est chronophage des données à récupérer, parce qu'il faut demander à du personnel qualifié de la noter, et il n'y a pas n'importe qui sait annoter de manière bien une lame d'histologie, quoi. Il faut être professionnel pour faire ça. C'est également coûteux, parce qu'encore une fois, les annotateurs doivent être qualifiés et donc rémunérés à un salaire correct étant donné leur niveau d'études et ce qu'ils nous apportent. Et il faut, notamment dans le cas des startups, acheter les lames pour développer nos produits. Et dernièrement, ça peut parfois être rare que dans le cas des pathologies peu communes qu'on veut détecter, si on a une ou deux lames sur une pathologie, ça complique un peu les choses pour entraîner. Ça peut également être des ressources de type GPU, ou en tout cas ressources computationnelles. Notamment, c'est coûteux à acheter, c'est des cartes mémoire, c'est des cartes qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros, que ce soit pour les ingénieurs ou pour les laboratoires. Et également, il faut qu'on puisse utiliser l'IA et du coup déployer notre produit dans des laboratoires qui ont peu de puissance de calcul ou peu de GPU. On ne veut pas avoir un modèle à la Google qui peut tourner que sur un cluster chez Google, mais qui ne peut pas être déployé, quoi. Et dernièrement, on parle aussi en termes de temps, parce qu'entraîner des modèles de deep learning, ça peut parfois être très long, en termes de jours, voire en semaines, encore une fois, quand on n'a pas beaucoup de puissance de calcul. Et une fois qu'on a déployé notre produit, on a envie que les lames soient analysées rapidement et qu'on n'ait pas un délai d'une semaine à chaque lame, parce que du coup, ça enlèverait tout l'intérêt au produit. Donc comment on fait ça? Déjà un petit point du coup un peu sur les limitations du deep learning actuel. Donc on a des entraînements très longs qui vont limiter évidemment l'ajustement des hyperparamètres. S'il faut attendre une semaine à chaque fois avant de savoir si notre réseau marche mieux ou pas, on va difficilement s'amuser à jouer avec des hyperparamètres. Quand on a peu de données sur certains cas et des réseaux profonds, on va très facilement avoir du surapprentissage. Et ensuite, ce que je disais, c'est qu'on a besoin de beaucoup de GPU, donc de puissance de calcul nécessaire pour chaque fonctionnalité, en particulier si on fait en fait un réseau profond différent pour chaque fonctionnalité. Donc mettons que je veuille savoir, est-ce que sur ce patch, il y a une microcalcification? Est-ce qu'il y a une embole? Est-ce qu'il y a une mitose? Ou ainsi de suite. Si j'ai un gros modèle pour chaque fonctionnalité, ça prend beaucoup de place et c'est très long. Donc voilà un peu comment ça marche habituellement si on y va de manière classique. On va avoir une image, on va avoir entraîné 3 réseaux profonds différents, et chaque réseau profond va nous dire, bah, tiens, sur cette image-là, non, je ne vois pas de métastase. Par contre, je vois une microcalcification et je ne vois pas non plus de mitose. On a du coup nos 3 réseaux profonds, et quand on a une image, on la passe à chaque fois dans les 3, voire dans les n. Si on a évidemment plus de fonctionnalités, ça scale très très mal. Nous, ce qu'on propose de faire, en fait, c'est d'utiliser un unique réseau profond préentraîné pour aller transformer les images en vecteurs caractéristiques profonds. Donc on part de l'espace des images, on le transforme l'image en juste un vecteur, mettons de taille 2048 unidimensionnel, et on va entraîner que des toutes petites têtes de classification qui sont très très légères à classifier du coup est-ce que c'est de la métastase, microcale ou mitose. Et on va réutiliser le même extracteur profond de vecteurs caractéristiques pour toutes nos features.
Là, par exemple, je transforme l'image en taille 2048, mais si on rigole un peu et que je la projette en 2 dimensions, donc là, j'ai un dataset avec à peu près 30 000 patchs et 23 classes différentes, et on se rend compte que juste en utilisant un réseau préentraîné qui n'a jamais vu nos images, il est déjà capable de bien séparer en différentes classes. Donc chaque couleur, évidemment, correspond à une classe, et on voit que rien que là, on pourrait tracer à la main des ronds et des contours pour dire si on tombe là-dedans, c'est telle classe, telle classe, telle classe. Donc ça montre déjà un peu l'intérêt qu'on peut réussir à transformer les images dans une dimension plus faible, sans perdre en tout cas trop d'informations. Et du coup, on a essayé ça sur 3 biomarqueurs différents, donc toujours avec le même réseau profond préentraîné. Donc là, c'est les métastases ganglionnaires, et on compare du coup le deep learning avec notre méthode. On voit que ça améliore énormément les résultats, et surtout ça améliore énormément le temps d'entraînement. On est passé d'une semaine de temps d'entraînement GPU à juste une petite demi-heure. Idem pour les microcalcifications, et idem pour les mitoses. Encore une fois, si vous voulez plus de détails sur les datasets, les architectures et tout, vous pouvez aller voir le papier qui est marqué en bas, il est en préprint, et vous aurez toutes les références et tous les détails que vous voulez si vous avez des questions sur ça. Et du coup, là maintenant, on peut remplir la partie avantage de notre proposition, c'est qu'on passe d'un entraînement très long à un entraînement en juste quelques minutes. On va essayer de combattre le surapprentissage en fait, avec le fait qu'on a des toutes petites têtes de classification. Donc, mettons, on passe de plusieurs dizaines de millions de paramètres à juste quelques centaines de milliers de paramètres. On va avoir un unique extracteur profond qui, lui, en effet, va prendre pas mal de place dans le GPU. Mais après, on aura plein de petites têtes plus légères qui seront beaucoup plus légères. Et du coup, on pourra toutes les brancher. Et l'image, au final, va passer une seule fois dans l'extracteur profond. Donc, il va prendre, on va dire, un peu de temps. Et après, c'est quasiment instantané pour passer dans les têtes de classification. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'avoir des métriques de détection plus pertinentes, notamment dans le cas de détection un peu binaire, de savoir, on veut savoir si dans la lame on a une embole, est-ce qu'on a une microcalcification, ou est-ce que sur ce patch il y a des mitoses, ou des choses comme ça. Et les métriques qu'on utilise habituellement dans la recherche, parfois peuvent mal représenter l'utilité de l'IA pour les pathologistes. Là, ce que vous voyez ici, c'est notre produit, Cléo, qu'on vend à Prima. Et par exemple, on va regarder ici, voir si on a des microcalcifications. En fait, ce qu'on fait quand on clique sur la lame, c'est qu'on va directement avoir qui va apparaître là-haut à droite une présentation des 16 résultats les plus probables, ou moins si on n'en trouve pas, mais au maximum 16 présentations. Et après, le pathologiste peut juste cliquer sur la première, mettons en haut à gauche, là-haut qui est en vert, pour aller zoomer directement sur le bon coin de la lame pour qu'il valide ou non en fait, justement ce que l'IA propose. Tac, tac, tac. Et là, on se rend compte qu'au final, sensitivité, spécificité, c'est pas très grave. Au final, si on a quelques faux positifs là-dedans, c'est pas très grave parce que il suffit que s'il y a une microcalcification, on la trouve pour que le pathologiste puisse dire directement, ben oui, il y a bien une microcalcification, je le marque dans mon compte rendu et ça influe ça. Donc, on peut quand même faire gagner du temps, même si on trouve des faux positifs. Et du coup, on a essayé de choisir différentes nouvelles métriques. Là, par exemple, j'ai entouré les propositions en vert, celles qui sont vraiment des microcalcifications, et en rouge, celles qui n'en sont pas. Et du coup, comme score, on a juste tout simplement, est-ce que l'objet est trouvé? Donc, je cherche des microcalcifications. Est-ce qu'au moins un biomarqueur est vrai parmi les 7 propositions? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir éviter au pathologiste d'aller à scouter toute la lame et qu'il pourra juste regarder dans les 7 propositions pour voir s'il y en a une? Là, dans notre cas, oui, vu qu'on en a trouvé la majorité, en effet, c'est des microcalcifications. L'autre métrique, ça peut être, si ça marche, par exemple, le nombre de faux positifs. Donc combien de faux positifs parmi les 7 propositions? En effet, on va toujours quand même essayer de les réduire au plus possible, même si ce n'est pas l'élément le plus important. Là, ici, on en a 4. Il se trouve qu'il y en a 4 au milieu, mais au final, qu'il y en ait 4 ou qu'il y en ait 2, ça ne change pas grand-chose pour le médecin ou pour la qualité de l'algorithme de l'algo. Et ensuite, ce qui va aussi être utile, c'est juste le rang du premier objet trouvé. Donc se dire, est-ce que les faux positifs vont plutôt être bien classés tout en haut à gauche, ou est-ce que le pathologiste peut juste savoir que s'il est présenté un en haut à gauche, a priori, vraiment, c'est celui dont il est le plus sûr, et il n'aura pas forcément besoin d'aller voir même pas les 16, et juste voir les 3 premières, par exemple. Et là, ici, le rang, du coup, ça serait 1. Et je vais maintenant rendre la parole à Stéphane, qui va nous expliquer pourquoi c'est important, justement. Oui, j'insiste beaucoup parce que nous, on représente un peu les industriels aussi, et le chemin vers le patient, il est pas simple. On a beaucoup parlé de R&D, on a parlé un petit peu avec Gaspard Dassini tout à l'heure de la validation et des marquages CE. C'est quand même quelque chose qui est assez chronophage et qui est assez coûteux pour tout le monde.
Voilà, ce qu'il faut savoir quand on veut amener un dispositif comme ça jusqu'à la commercialisation, c'est du temps, c'est du travail et c'est beaucoup de choses à faire. Et ensuite, il y a la partie commercialisation et la partie suivi du dispositif. C'est aussi quelque chose qui est fondamental. Et toutes les métriques qu'on a présentées, ça permet aussi de suivre ça au fil du temps. Et c'est quelque chose qui est essentiel. Je mentionne au passage ce qu'on a fait autour de l'étude des mitoses avec Clara Simat et Loris Guichard. Vous pouvez voir le poster qui est dans la salle au premier étage. Voilà, ça j'en ai parlé. Du coup, on était le premier DM certifié sur le cancer du sein. On a plein de certifications, mais en vrai, ce qui compte, c'est quand même le marquage CE ou le marquage FDA. C'est ça qui est le Graal, on va dire. Et voilà, on embarque plein de choses dans notre plateforme. Des prochaines étapes, rapidement, on s'étend. On a fait le cancer du sein. On a beaucoup parlé de cancer du sein, mais évidemment, une fois qu'on a fait le cancer du sein, on peut aller sur d'autres organes. Là, on travaille beaucoup sur la dermato, par exemple, ou sur d'autres marqueurs. On a parlé de l'immuno-ostéochimie, c'est quelque chose qui est passionnant, ou les apies nucléaires. Enfin, on a plein de projets ensemble. Et moi, ces projets, j'ai envie de les mener aussi avec la communauté des anapathes, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire tous ensemble. D'où mes conclusions. Voilà, la révolution de l'IA, on l'attendait. Je pense qu'elle est là. Pourquoi ? Parce que les verrous technologiques, maintenant, ils ont sauté. On sait faire plein de choses. On a plein de techniques qui viennent du machine learning, enfin de l'IA en général, des mathématiques. Mais ça, on peut le mettre au bénéfice du patient que s'il y a une vraie volonté de tout le monde, donc de la part des pathologistes, de la part des industriels, de tout le monde. Faut passer les différents gaps et ça permettra l'adoption de ces solutions. Voilà, ça repasse aussi, moi j'insiste beaucoup, c'est la relation de confiance entre l'utilisateur et le logiciel. Voilà, les pathologistes, il faut qu'ils savent comment utiliser les produits. Il faut qu'on discute beaucoup avec eux pour les faire et pour qu'ils les utilisent, qu'on ait des retours aussi. Enfin voilà, c'est tout le développement qui est à faire en commun. Et puis là, on a parlé beaucoup de multimodal. Ça me fait pas mal rêver, mais il y a aussi toute la partie marqueur prédictif qui va être géniale. Je trouve qu'on vit un bon moment en ce moment. Il y a plein de choses qui sont à faire et qui bourgeonnent dans tous les côtés. Et donc, c'est là-dessus que je voulais finir, en remerciant évidemment tous nos financiers et nos partenaires, et évidemment toute la belle équipe qu'on a à Prima, et tous les pathologistes avec qui nous travaillons. Il y a des anapathes dans la salle. J'en ai vu quelques-uns. Oui. Non, vous les avez subjugués, là. Hein. Ah, alors, très bien. C'est un clinicien qui parle pour les anapathes. Le problème n'est-il pas la numérisation et l'esprit, et la limitation des moyens dans l'acquisition, le développement de la pathologie digitale, alors particulièrement à la PHP. Je lance le pavé dans la mare. Moi, je n'ai qu'une chose à dire. Moi, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de financement pour les pathologistes, pour la pathologie numérique en général. Je pense que, notamment en France, on est peut-être un peu en retard sur le sujet. Il y a des belles initiatives qui sont lancées. Là, je pense à France Biotech qui a sorti quelque chose la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Voilà, je pense que ça va faire bouger les choses. On attend tout ça. Il y a aussi, il faut le dire, un modèle économique à avoir. Il faut on avance aussi sur le remboursement. Il faut qu'on avance sur beaucoup de sujets parce qu'il y a des choses à faire bouger pour qu'on puisse utiliser vraiment ces outils. Et encore une fois, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que le patient, il arrive à avoir ces technologies, qu'il ait des diagnostics qui soient meilleurs. Et ça, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr. D'un point de vue politique, notamment. Mais M. Vibert nous a dit que c'était bon, on allait avoir plein de sous et on allait tous avoir des scanners de l'âme. Oui, merci beaucoup. Comme quoi, on est mieux défendu par nos collègues et chirurgiens que par nous-mêmes. Très bien. Est-ce qu'il y a... Ah ben ça, c'est... Voilà. Il faut demander à l'anapathe si le chirurgien est bon ou pas, il te répond tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les jeunes anapathes, vous êtes prêts à cliquer, regarder dans les petits carrés s'il y a calcification ou pas, là? Oui, ça vous... Moi, ça ne me fait pas rêver, ça, pour tout vous dire, voyez. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que si on a des outils comme ça,
est-ce qu'on va vraiment bien regarder nos lames? Vous voyez, alors moi j'ai une pratique particulière, c'est je regarde les lames sans savoir ce que je dois voir. Si on me dit cancer du foie, bah déjà ça m'amuse plus. Ouais, donc du coup, moi je vais avoir du mal à aller vers ces, je suis très honnête, hein, vers ces systèmes-là, parce que et j'ai l'impression que quand même on trouve quand on cherche. Et si là on nous dit déjà qu'il y a tout ça, je vais plus chercher. Moi, j'ai envie de dire, on vous propose des outils pour aller aussi plus vite, pour aller au bon endroit, pour aller, voilà. Libre à vous déjà de les utiliser, hein. Moi, je n'impose rien. Et je pense que c'est en vous montrant les choses que vous allez adopter aussi les outils. Et c'est toute la discussion qu'il faut qu'on ait ensemble pour faire le bon outil qui vous correspond. Mais et puis tout dépend dans quel domaine vous travaillez. Est-ce que vous êtes là où vous devez faire 100 plateaux à la minute ou... vous voyez, 2 plateaux en 2 heures. Voilà. Il y a une anapathe qui va prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Valérie, merci. Bonjour à tous. Donc, un anatomopathologiste de terrain. Comme particularité, à Paris-Saclay, on est en pathologie full numérique depuis 5 ans. Donc, la totalité de notre travail anatomopathologique, je ne sais plus regarder au microscope. Je ne peux pas mieux vous dire les choses. Ensuite, ces outils qu'on peut nous proposer, moi, je les conçois vraiment comme une technique complémentaire au même titre qu'une coloration spéciale, un immunomarquage, une hybridation in situ, une biologie moléculaire. Donc, ma façon de travailler, en intégrant dans mon workflow des outils d'IA, d'abord, il a fallu que je change un peu ma façon de travailler, mais j'ai gardé le fond. Comme Valérie, quand je mets ma lame sous le microscope, je pars ou devant mon écran, je pars dans la découverte. Et je fais mon compte-rendu au fur et à mesure. Et quand j'ai besoin de quelque chose pour m'aider, je vais cliquer sur un outil d'intelligence artificielle et je me suis fait une petite idée du nombre de mitoses. Pouf, il me dit si oui ou non je suis dans le bon truc, etc. Et au total, si je l'utilise comme ça, c'est un outil d'aide dans la réalisation de mon travail. Et c'est aussi ce que j'appelle le Jiminy Cricket. Je crois avoir fait bien, mais rien n'est pire qu'un anatomopathologiste qui pense qu'il fait toujours bien. Et quelque part, ça me fait le Jiminy Cricket. Donc, voilà. Non, ça va pas nous diminuer notre qualité d'analyse. Je trouve que c'est des outils hyper importants et que chacun, effectivement, les utilisera plus ou moins en fonction de la question, etc. Donc ça, c'est... Et puis des cas. cas. On va apprendre des choses. Oui. On va apprendre des choses. C'est ça. Ensemble. Voilà, exactement. Très bien. Et bien, sur cette note optimiste... Ah, une petite question avant de passer au topo suivant. Bonjour, déjà merci pour la présentation. Moi j'aurais une question, donc, je suis ingénieur donc ça va être peut-être une question novice, hein. Je m'excuse par avance. Les produits, je les trouve très intéressants et je me demande si j'entends beaucoup de débats depuis tout à l'heure sur la façon dont ça va changer le métier. Est-ce que c'est peut-être aussi lié à la façon dont on forme les praticiens de santé ou c'est vraiment lié au fait que ça va pas forcément être des bons outils ou juste qui vont pas forcément révolutionner le milieu? Bon, pour répondre de manière très basique, moi, un bon outil, c'est un outil qui est utilisé par celui qui doit l'utiliser. C'est la base. Et c'est ça que je veux faire, en fait, quand on fait ce genre d'outil. Et du coup, encore une fois, c'est peut-être que ça va changer un petit peu parce que, voilà, on l'a vu notamment avec l'arrivée de la pathologie numérique, ça a changé un petit peu les habitudes. Mais c'est pas la vocation. Enfin, pour moi, je suis pas là pour tout casser dans le laboratoire pathologiste et refaire quelque chose derrière. Moi, je veux que les gens s'approprient l'outil pour qu'ils puissent l'utiliser de la bonne manière et comme de la manière dont ils aiment l'utiliser. Et voilà, on se bagarre là-dessus. Et puis, c'est vraiment des questions de développement produit qu'on peut retrouver comme dans toutes les boîtes qui font du software, etc. On a des équipes qui vont interroger les pathologistes pour savoir ce qu'ils veulent, pour savoir comment le faire et comment construire un beau logiciel qui soit utilisé. Ok, bah merci beaucoup. On va passer à la communication suivante. On aura fait... voilà.